Bonjour. Dans cette capsule, je voudrais attirer votre attention sur une prise de conscience de notre moi, notre identité. Quand on est en pleine interaction dans le cadre d'une relation de couple avec un conjoint ou une conjointe, et comment on peut arriver à faire l'expérience de se sentir un moi, de se sentir une identité, et comment on peut transformer cette expérience-là. C'est pas facile d'arriver à ce niveau de transformation parce que l'identité qu'on a, notre sentiment d'être un moi, c'est comme une certitude qu'on a. On ne remet jamais ça en question. Depuis qu'on est au monde, on vit des expériences, on a des opinions, on a des réactions, on a des sensibilités, on a des émotions. Et notre moi, notre sentiment d'identité, c'est comme une familiarité avec tout ça et sans trop s'en apercevoir, on en conclut, sans trop y penser, que ces réactions familières-là, ces attitudes, ces façons de penser, ces émotions, ces opinions, sont réellement notre moi ultime, notre moi profond. Et ça nous joue des tours quand on arrive dans des interactions intimes avec les personnes qu'on aime, parce que, euh, vous le savez, les querelles arrivent souvent quand chacun tient un peu trop à ce moi-là, tient à avoir raison, ne veut rien savoir de l'autre, ne veut rien remettre en question et exige qu'on respecte le moi de chacun. Alors, je veux donc, dans cette capsule-ci, aller jusque-là. Comment on peut aller jusqu'à transformer même ce sens d'identité, aller jouer dans cette familiarité-là avec qui on est. Et pour ça, je vais partir d'un exemple extrêmement concret qu'un couple m'a apporté, et puis où il y a eu une querelle, là. Et puis, alors, le monsieur dans le couple était prêt à partir, mais il ne trouvait pas les clés de l'auto, et sa conjointe est occupée à faire des tâches dans une autre pièce de la maison, et puis le monsieur dit à sa conjointe, où tu as mis les clés de l'auto? Alors elle lui dit, ils sont dans mon sac à main. Et lui a horreur de chercher dans le sac à main de sa conjointe. Je ne sais pas pourquoi, il a cherché pendant plusieurs fois, et puis c'est un fouillis là-dedans, il y a plein de choses, il n'arrive jamais à trouver ce qu'il cherche dans son sac à main. Alors il est un peu fâché, il dit, dis-moi pas qu'il va falloir encore que je cherche dans le sac à main, tu le sais pourtant que j'haïs chercher dans ton sac à main, viens donc me les donner, les clés, là, je suis pressé, il faut que je parte. Alors la conjointe lui dit, non, moi je suis occupé, là, j'ai deux tâches à faire en même temps, le petit est là, je peux pas me déplacer, ben trouve-les, là, sont dans le sac à main. Alors là, ils sont devenus fâchés, les deux, je vous fais grâce là, de l'escalade, là, mais il y a eu une escalade et puis c'est devenu une chicane, c'est devenu une querelle importante. Alors j'ai repassé un peu cette cette querelle-là avec le couple pour essayer de voir comment on peut prendre conscience de comment on se comporte dans des querelles comme ça. Et à un premier niveau, donc j'irai tantôt au deuxième niveau, celui du moi, là. À un premier niveau, il fallait prendre conscience que quand on est stressé, quand on est dans une situation où on est pressé, stressé, on n'est pas élégant, on n'est pas fin. Euh, et là, il faut tout simplement prendre conscience que notre cerveau fonctionne comme ça, fonctionne à la survie et nous fait croire à des états d'urgence, nous fait croire quand on est contrarié, quand quelque chose nous frustre, c'est extrêmement important, il faut réagir vite. Et puis là, le cerveau suscite un état de stress. En général, on a toujours un bon stress qui nous permet d'agir et puis d'être motivé. Mais là, dans des situations d'urgence, c'est comme un mauvais stress, comme s'il y avait trop de stress. Et là, tout à fait inconsciemment, on suit les automatismes de notre cerveau et on devient énervé. On devient énervé.
Et à ce moment-là, on parle énervé, on s'adresse à l'autre énervé, on blâme l'autre pour le stress qu'on a. Et en d'autres mots, le cerveau nous fait croire que le danger, il est là. Il est pas ici, il est à l'extérieur. Il faut s'en débarrasser, puis il faut réagir vite. Alors, je leur ai fait prendre conscience que dans l'épisode des clés, les deux étaient dans un état, mettons, de stress parce que ça pressait pour partir en auto, puis la conjointe, elle avait des tâches à faire, alors elle était pressée elle aussi. Alors l'interaction qui s'ensuit, ben, c'est une interaction de 2 mois qui sont gérées par un cerveau de survie, et puis ça donne quelque chose de pas très élégant. Alors, évidemment, il suffit pas de savoir qu'on est stressé juste cognitivement. Pour qu'il y ait une transformation, une réelle transformation dans la vie de couple, il faut que chacun, et c'est ça que je les ai invités à faire, fasse l'expérience consciente de comment le stress monte en soi. Il ne suffit pas de dire « Ah, je pense que je suis stressé ». Il faut très intimement s'entraîner à faire l'expérience de comment le stress monte en soi, quelle est la différence entre un état de détente et un état de stress, comment on agit quand on est détendu et comment on agit quand on est stressé, et puis de savoir reconnaître la tension, la nervosité, peut-être une respiration plus saccadée, les idées qui se bousculent dans la tête, une forte réactivité immédiate là, sans réfléchir. Donc, commencer à identifier l'expérience qu'on a du stress. Et c'est quand on fait descendre la conscience dans l'expérience du stress que la conscience comme distant, la conscience de l'expérience, la conscience qu'on en a, relâche un petit peu l'automatisme. C'est comme si on introduit un nouvel élément dans l'automatisme, d'élément de conscience, et cet élément-là, plus on s'entraîne à l'introduire dans notre stress, bien plus on le vit consciemment, notre stress. Alors, on est conscient de comment il monte, on est conscient de notre ton de voix, et à ce moment-là, on peut le transformer, on peut le modifier, on peut agir autrement. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'autres moyens de venir à bout de ces réactivités très stressées-là, sans passer par une conscience très intime et de reconnaître là, que c'est un état qui va devenir, qui va dans l'interaction, qui va être nocif. Alors donc, je les ai invités à faire cet exercice-là dans leur vie, de prendre conscience des changements d'état dans lesquels ils peuvent passer dans une semaine, dans une journée, donc d'états de stress à des états de détente, puis de bien observer comment chaque état est caractérisé et puis comment on peut être conscient qu'on passe d'un état à l'autre. La deuxième prise de conscience, parce que la première n'est pas suffisante, parce que il faut aussi prendre conscience que dans cet épisode-là, des clés dans le sac à main, le sentiment d'identité de chacun était fusionné à la réactivité. Parce que c'est comme ça qu'on grandit comme être humain. Notre identité, c'est une familiarité à des réactions qu'on répète, à des attitudes qu'on répète selon nos milieux. Et puis, cette familiarisation-là, cette répétition-là, fait qu'on est convaincu que c'est cette familiarité avec soi-même qui devient notre identité profonde. Or, la familiarité n'est pas la vérité. La familiarité, c'est la répétition d'un faire croire que notre identité profonde, c'est celle-là. Et à ce moment-là, comme on y croit depuis qu'on agit, depuis qu'on est conscient, on croit à cette fusion de notre identité avec notre réactivité, que c'est automatique. Quand on a une forte réactivité, c'est notre identité qui est en jeu, notre moi profond. Alors c'est pourquoi
les émotions qui viennent avec cette réactivité-là, comme dans le cas des clés, ça peut être une profonde frustration. Je te l'avais dit pourtant que j'aime pas fouiller les clés. Si tu devrais écouter ce que je dis, j'aime pas ça. En d'autres mots, c'est mon moi que tu n'écoutes pas, puis tu devrais écouter mon moi. Puis alors, l'identité, c'est comme si la personne est convaincue que son identité profonde est associée, est fusionnée avec la réactivité. Et là, il y a une prise de conscience qui est difficile. Et il faut beaucoup s'entraîner pour arriver à faire ça, pour introduire une conscience, la conscience de notre propre sentiment d'identité, notre propre sentiment d'être un moi. Ça a l'air difficile, et ça l'est, ça prend de l'entraînement parce que c'est tellement automatique qu'on ne s'arrête jamais pour en prendre conscience. Mais si on s'arrêtait, et puis pour juste essayer de prendre conscience comment, comme on dit couramment, on prend personnel. Vous savez, des choses, on va dire, tu le prends personnel, tu ne devrais pas le prendre personnel. Oui, mais comment faire pour ne pas le prendre personnel? C'est tellement imbriqué l'un dans l'autre, notre réactivité, nos émotions, nos sentiments, nos attitudes, avec la certitude que c'est notre moi qui est en jeu là-dedans, qu'on ne peut pas faire autrement que de le prendre personnel. Alors l'idée, c'est d'introduire une prise de conscience de ce mécanisme-là, par lequel ça devient personnel. Et on peut y arriver en exerçant, en s'entraînant à prendre conscience de comment on arrive à croire que dans une colère, dans une émotion, on investit complètement notre moi. Il y a moyen d'en prendre conscience parce que vous savez comme moi que une émotion qu'on a, on pourrait très bien choisir de ne pas l'exprimer ou on pourrait même en avoir un autre avec un petit peu d'entraînement, puis on garderait notre identité quand même. On le fait souvent, pas sur le coup, mais un petit peu en retardant un peu, on va se fâcher, puis on est convaincu qu'on exprime notre moi. Et puis, une journée plus tard, 2 jours plus tard, on regrette. C'est comme si on dit, j'aurais pas dû me fâcher, je te demande pardon. Et pourtant, dans les deux cas, on est convaincu que c'est encore la même personne qui parle. on a une identité. Alors, on voit que notre identité n'est pas complètement fusionnée à notre réactivité, comme on a tendance à le croire dans des réactions un peu automatiques où on se laisse emporter, puis on dit c'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement, et puis, alors, oui, on peut faire autrement. Alors, c'est pour ça que j'ai invité mon couple là, avec qui je travaillais à prendre conscience de comment on a laissé le sentiment du moi ou de sa propre identité s'infiltrer dans cette réactivité-là. Et puis là, de commencer à questionner, à douter que c'est réellement l'identité des personnes qui est en jeu. Alors, juste d'introduire un doute, une observation, c'est déjà un grand, grand pas. C'est déjà un grand, grand pas. Et à partir du moment où on commence à introduire un doute, et puis qu'on introduit une prise de conscience dans l'expérience même de l'automatisme d'un doute, est-ce que c'est réellement moi? Est-ce que c'est vraiment moi qui est en jeu? Est-ce que je dois prendre ça vraiment personnel? Puis là, on s'observe en train de le prendre personnel et en introduisant une prise de conscience, on peut détendre un peu et beaucoup à la longue ce processus de personnalisation-là. Alors imaginons par exemple que dans le cas de l'interaction qui s'est produite dans mon couple, imaginons que les deux avaient eu un certain entraînement à dépersonnaliser. Et si par exemple l'homme dans la situation, se voyant devenir énervé avec les clés et prenait conscience qu'il était dans un état de stress et que c'était pas son moi, c'était son cerveau qui lui faisait croire qu'il y avait un état d'urgence. Et si en même temps,
qu'il introduisait par habitude, parce qu'il y a eu un entraînement d'introduire de la conscience, il introduisait la conscience, et puis il pouvait prendre conscience qu'il était en train de prendre ça personnel, il était en train de prendre l'épisode des clés comme un rejet de toute sa personne, comme si sa conjointe se foutait de lui, n'écoutait jamais qu'est-ce qu'il dit, et puis là, c'est son identité même là, qui est en jeu. Et s'il se surprenait à, à, excusez-moi, s'il se surprenait, c'est difficile à définir ces choses-là, s'il se surprenait à être en train de s'identifier totalement à cette réactivité-là, il pourrait, en prenant conscience, introduire un doute, observer ça, et là, commencer à réaliser que c'est peut-être pas son identité réelle qui est en jeu, parce que son identité réelle, il pourrait très bien prendre la décision de ne pas se fâcher, il pourrait très bien se calmer, il pourrait très bien ne rien dire, puis il resterait le même quand même, il resterait la même personne quand même. Alors d'introduire cette prise de conscience dans l'expérience, pas seulement cognitivement, mais de l'introduire en s'entraînant, là, peut-être que le monsieur en question aurait pu ralentir tout le processus de personnification, de personnalisation, d'identité, ralentir le processus de stress, et puis il aurait pu dire à sa conjointe, « Wow, là je suis en train de me prendre au sérieux là-dedans, là. Je suis en train de penser là, que c'est un rejet personnel que tu es en train de me faire en me faisant fouiller encore dans le sac à main, et puis alors je vais arrêter ça là, je vais prendre les clés, puis on en reparlera. » Alors déjà là, ça aurait été un immense progrès dans l'interaction, simplement en introduisant ce degré-là de conscience à l'intérieur de l'interaction. Alors, vous voyez tout de suite que c'est pas facile à faire, puis c'est pas une petite technique qu'on apprend comme ça. C'est pourquoi, pour arriver dans un couple à introduire ce degré de conscience-là, qui est beaucoup plus grand que le degré ordinaire de la conscience, vous allez avouer avec moi que la majorité des gens, dans leurs interactions quotidiennes, ne vont pas à ces niveaux de conscience-là. La majorité des gens, vous et moi y compris, là, avant de s'entraîner, disons, bien, on réagit fort, et puis on blâme l'autre, et puis il y a des escalades, il y a une querelle, et puis on est tous familiers avec ça. Alors donc, c'est pourquoi je vous invite à réaliser que cet exercice de prise de conscience peut introduire une transformation réelle et réaliste. Il ne s'agit pas tout d'un coup de changer, de fâcher à gentil, c'est pas du tout ça. Il s'agit de vivre consciemment des expériences qu'on pense être notre moi qui s'exprime de façon automatique, alors que ce n'est pas le cas. Alors, on agrandit la conscience qu'on a de notre identité. Tranquillement, on ne la situe plus tout à fait dans la même place, dans les mêmes attitudes, les mêmes comportements. On introduit une sorte de détente, une sorte d'espace qui nous permet, dans cet espace-là, de mieux réagir. Il y a un sage qui emploie, qui a une petite histoire, là, une métaphore qui rejoint un peu ce que j'essaie de vous dire. Il dit, si on prend une pincée de sel et puis qu'on la jette dans un verre d'eau, ça rend l'eau amère. Si on prend une pincée de sel, on la jette dans une chaudière d'eau, ça rend l'eau amère, mais moins. Si on prend une pincée de sel et on la jette dans un étang ou dans un lac, ça change à peu près pas le goût de l'eau. Alors, l'amertume. Alors, vous voyez, c'est un peu la même chose avec notre conscience. Si on a une conscience qui n'est pas entraînée, une conscience grosse comme une balle de golf ou comme le goulot d'un verre d'eau, et puis les frustrations, les contrariétés nous arrivent, bien, l'amertume contamine toute l'eau. Vous comprenez? Alors, si on s'entraîne à
agrandir le champ de notre conscience par un effort d'observation, de curiosité, d'arrêt, d'attention à l'expérience très intime que l'on fait. Et dans cette expérience-là, on introduit de plus en plus de conscience. Bien là, l'espace à l'intérieur de nous s'agrandit, si bien que s'il y a un déclencheur, bien, on n'est pas complètement contaminé, comme un étang qui reçoit une pincée de sel. On n'est pas complètement contaminé parce que notre moi a étendu ses frontières. Notre identité a étendu ses frontières. Et c'est un peu comme ça, en pratiquant ces prises de conscience-là, que on voit bien dans un couple, si les deux font cet entraînement-là, qui est très faisable, mais ça prend de la pratique. Alors, si les deux dans un couple font cet entraînement-là, bien chacun introduit dans sa propre identité un espace, et là, on ne prend pas toujours les choses personnelles, comprenez, pour prendre l'expression populaire. Alors, évidemment, quand je parle d'entraînement, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut se pratiquer à méditer, à prendre du temps où on s'arrête et puis on s'entraîne à observer notre expérience, notre vécu, sans réagir. Alors, on fait juste concentrer un peu sur la respiration, sur le corps, sur qu'est-ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe dans nos sentiments. Et là, on observe ça, et au lieu de s'identifier tout de suite à ça, puis de réagir, on fait juste observer le flux incessant de notre expérience, et puis là, on se rend compte que tout ce qui nous arrive est très impermanent. C'est un flux incessant, un flot incessant d'émotions, de sentiments, de pensées. Et puis, c'est pas vrai que si à un moment X, je m'identifie complètement à ce qui se passe, que j'ai raison de mettre mon identité là-dedans. Parce qu'à un moment Y, ça va être un autre flot d'expérience qui va se passer, puis c'est encore moi. Alors, plus on devient familier avec ce côté-là de notre existence, de nos identités, bien, plus on est capable d'avoir cette espèce de fluidité, d'être plus coulant, d'être plus proche de la vraie réalité telle qu'elle est, puis pas s'illusionner que c'est chaque fois notre moi ou notre identité qui est en jeu. Alors, je vais arrêter là-dessus pour aujourd'hui, en espérant que ce petit exemple-là réussira à vous motiver ou à vous engager dans cette voie. Alors, à la prochaine.